Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pensez une nouvelle conflictualité politique. Avec notre invité Yves Citon, il est professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8. Il co-dirige la revue Multitude et a publié récemment Génération collapsonaute, naviguer en temps d'effondrement. C'était au Seuil. Contre-courant politique aussi, paru précédemment chez Fayard. Et une sorte de triptyque, médiarchie, après zazirocratie et mythocratie. Trois ouvrages qui disent de lui que tous ces mots qui se terminent en « i » sont importants. Il n'y en a pas dans le titre de son nouvel essai. Il publie aujourd'hui « Faire avec ». Conflit, coalition, contagion, aux liens qui libèrent. Nous sommes à l'âge du nouveau régime climatique, de la logistique globalisée et du capitalisme de surveillance, constate-t-il. Et surtout, nous entrons dans une période de conflit radicalisé et inédit. Voilà pour le postulat de départ. Alors que faire ? Faire avec, répond-il. Faire avec, pour reprendre le titre de cet essai de philosophie politique. Bonjour à vous, Yves Citon. Bonjour Olivia, merci pour l'invitation. Non, bienvenue à vous. Vous êtes suisse, c'est-à-dire que vous êtes du pays de la démocratie directe, du pays des référendums, mais vous enseignez en France. Quelle lecture faites-vous de cette séquence politique, celle des régionales, avec cette abstention record, ce regain aussi des vieux partis, LR, PS, du clivage gauche-droite aussi? Est-ce que vous voyez ce deuxième tour, ce scrutin, et ces résultats comme une défaite pour la démocratie représentative, avec son fort taux d'abstention, ou au contraire comme une victoire pour les anciens clivages qui font leur retour? Alors, il me semble difficile de parler de victoire avec des chiffres comme plus de 50% pour quelqu'un comme Laurent Wauquiez qui tient quand même un discours assez proche du Front National. Donc même si le Front National n'est pas passé, moi je ne trouve pas ça très très réjouissant. Et il me semble qu'il faut prendre un petit peu de recul face aux chiffres qui arrivent année après année, mois après mois, et remettre en question l'ensemble de ce que j'essayais d'appeler la politics as usual. On parle beaucoup dans les milieux écologiques de business as usual pour dire que le capitalisme, le néolibéralisme, etc., nous poussent à consommer, nous poussent à produire d'une certaine façon qui réduit les coûts de production, nous poussent dans toute une série de directions dont on voit qu'elles sont écologiquement pas soutenables dans ce nouveau régime climatique. Ça, c'est le business as usual. Et après, il y a des gens qui nous disent ça va s'effondrer, donc il faut se préparer à l'effondrement, et d'autres qui disent qu'il faut bifurquer, ça peut se faire sans trop de soucis, etc. En tout cas, il y a un changement radical qui est nécessaire, et il me semble que ce qu'on constate, que ça soit avec 30% seulement de participation ou que ça soit avec 80% de participation dans une élection présidentielle où le choix c'est Monsieur Macron ou Madame Le Pen, qu'il y a un problème beaucoup plus fondamental qui tient, à mon avis, entre autres, à l'infrastructure qui fait circuler des images entre nous, aux modalités même de discussion de la politique. Et donc, c'est une politics as usual qui est vraiment alignée sur le business as usual qu'il faut, me semble-t-il, remettre en compte, donc de façon beaucoup plus radicale que se demander est-ce que c'est la droite, la gauche qui aura gagné ici ou là. Est-ce que nos vieilles démocraties représentatives sont fatiguées pour vous ? Oui, d'abord, elles ne sont pas si vieilles que ça. Hein. Si on regarde, moi j'essaie de regarder un petit peu dans le temps long, nos démocraties représentatives, elles ont quelques décennies ou quelques siècles, elles n'ont jamais eu affaire avec des médias sociaux. Elles savent à peine ce que leur fait la télévision, parce que voilà, on commence un petit peu à comprendre des choses après 50 ans ou 60 ans d'expérience. Donc, c'est à la fois assez vieux et à la fois très très jeune. Et il me semble que c'est plutôt du côté de possibilités à venir qu'il faut regarder, à la fois de risques et de possibilités à venir, que de se dire que c'est la Révolution française ou je ne sais quoi qui va nous donner des modèles pour qu'on pense que c'est que la démocratie. On ne sait pas encore ce que c'est que la démocratie et on ne le sait pas du tout ce que c'est dans un régime de médias sociaux et y compris de nouveau de télévision et de médias de masse. Vous avez à l'instant taclé Laurent Wauquiez, qui est pourtant un candidat républicain, un candidat de la droite, qui a régulièrement appelé à faire front républicain contre le Rassemblement national, et qui est un potentiel possible candidat à l'élection présidentielle au nom de la droite. Je reviens quand même à ce clivage gauche-droite, qui est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous semblez résolument vous positionner avec ce livre, Faire avec, à gauche. La gauche, c'est quoi pour vous ? C'est un camp, une manière de penser ? Comment on pense avec la gauche, Yves Citon ?
Alors, il me semble que c'est un mouvement, je dirais. Alors d'abord, je ne suis même pas sûr que ça soit une bonne idée de s'identifier à la gauche. Quand je le dis à mes amis, il y en a beaucoup qui me disent que non, faut arrêter de parler de gauche, étant donné ce qui s'est passé avec des partis socialistes qui se disaient de gauche au pouvoir pendant au cours des 40 dernières années. Moi, je ne sais pas s'il faut absolument se revendiquer. Il me semble qu'il y a des mouvements historiques de long terme où il y a justement, à chaque époque, des gens qui sont un petit peu réactionnaires, en ce sens que ils réagissent à des phénomènes à court terme en regardant le passé, justement en cherchant leur inspiration dans les démocraties, les pouvoirs, les autorités du passé. Et puis qu'à toutes les époques, il y a eu des gens qui se disent c'est des problèmes absolument nouveaux, il faut inventer des choses absolument nouvelles. C'est du côté des minorités, des mineurs, des revendications qui ont l'air marginales qu'on va trouver les germes de l'avenir qui est en train de se faire. Et donc, alors c'est peut-être une vieille idée, mais il y a quelque chose comme un progrès historique, une sorte de mouvement historique qui nous pousse à toujours changer nos repères, et donc que la gauche des années 1930 n'est pas la gauche d'aujourd'hui, et qu'un des problèmes de la gauche, c'est justement de s'accrocher à des modèles, à mon avis, un petit peu obsolètes, et de ne pas accueillir des choses radicalement inédites qui se préparent et qu'on a beaucoup de peine à penser encore. Des choses, des solutions presque radicalement inédites, en tout cas des tendances. Peut-être même, je dirais, avant de solutions, des façons de poser les problèmes. Pour moi, c'est très, très important. Moi, je viens de la littérature, et donc la littérature, elle ne donne pas beaucoup de solutions. C'est pas, moi, je ne peux pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela en termes de fiscalité, etc. En revanche, la littérature, elle nous aide à poser les problèmes différemment. Et s'il y a une petite contribution, il me semble que je peux faire en tant que littéraire à des débats contemporains, et pas seulement à la critique littéraire de Maupassant ou de Diderot, il me semble que c'est justement d'utiliser la littérature pour poser les problèmes différemment. Alors posons le problème avec Gilles Deleuze. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, extrait de son abécédaire à la lettre G comme gauche? Être de gauche, c'est être par nature, ou c'est plutôt devenir, c'est un problème de devenir, ne pas cesser de devenir minoritaire. C'est dire que la gauche n'est jamais majoritaire en tant que gauche. Et pour une raison très simple, c'est que la majorité, ça suppose un étalon. En Occident, l'étalon que suppose toute majorité, c'est homme, adulte, mâle, citoyen des villes. C'est ça l'étalon. Mais à côté de ça, il y a quoi? Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires. Je veux dire, les femmes, c'est pas un acquis, elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. Les enfants, ils ont à devenir enfants, ils ne sont pas enfants par nature. La gauche, c'est l'ensemble des processus, mais de devenir minoritaire. Donc, je peux dire à la lettre, la majorité, c'est personne, la minorité, c'est tout le monde. C'est ça être de gauche, c'est savoir que la minorité, c'est tout le monde. Voilà, Gilles Deleuze qui place aussi cette définition du mot gauche, de ce concept aussi, dans cette idée de mouvement, de processus. Comme vous l'avez évoqué, Yves Citon, la minorité, c'est tout le monde? Alors oui, c'est tout à fait convaincant, et de fait, toute la deuxième partie de mon livre est justement basée à travers quelqu'un qui s'appelle Erin Manning, qui est une philosophe canadienne, mais qui est une grande lectrice de Gilles Deleuze. Donc là, vous avez vraiment retrouvé une source que je ne cite pas, mais qui est essentielle dans ce que j'essaye de proposer, enfin de reprendre, c'est pas très nouveau justement, c'est de faire cette distinction, de toujours penser la politique à travers la distinction entre le majeur et le mineur, qui n'est pas la même chose que majoritaire au sens statistique, où on est plus que 50%, et minoritaire où on est moins que 50%, comme l'a très bien dit Gilles Deleuze dans cet extrait, c'est une question d'étalon. Donc on peut tout à fait être majoritaire, même si on est une petite partie de la population, à partir du moment où nos modes de vie, où nos valeurs, nos désirs, etc., sont l'étalon, ce qui donne ces valeurs dominantes à une société. Et là, il me semble que cette définition de la gauche comme l'ensemble des processus minoritaires qui rassemblent justement des revendications LGBT, des revendications antiracistes, des revendications peut-être même, on pourrait dire, ouvriéristes aujourd'hui, en ce sens que les ouvriers ne sont pas du tout, alors non seulement pas la majorité statistique de la population, mais leurs normes de vie, de valeurs, etc., ne sont pas du tout ce qui nous dirige. Donc en ce sens-là, oui, de dire que la gauche, il faut justement faire avec
ces minorités, ces mineurs, valoriser le mineur en tant que tel, de se dire que c'est justement du côté de minorités, parce qu'elles sont opprimées par les normes dominantes, qu'émerge, que prend forme, que prend voix des revendications qui sont des revendications du futur. Et ça pose, ça pose la question, comme vous l'évoquez Yves Citon, des nouvelles conflictualités politiques. Et vous dites, c'est intéressant que pour vous, le mot conflit, qui est dans le sous-titre de cet ouvrage, faire avec, conflit, coalition, contagion, ce mot conflit est à comprendre dans le sens des batailles culturelles. Vous identifiez 6 conflits majeurs, ou plutôt 6 terrains de lutte. Alors il y a eu le mouvement Black Lives Matter, le mouvement MeToo, le véganisme, Jeunes pour le climat, les gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites. Quel est le dénominateur commun entre ces 6 conflits majeurs, ces 6 batailles culturelles ? Alors là, c'était 6 exemples. Pour moi, ce n'est pas du tout une catégorisation exhaustive des choses importantes dans le contemporain. C'était 6 exemples, justement, de terrains de lutte récents. Voilà. Oui. Et ce que j'essayais de dire à travers la première partie du livre, c'est que ces conflits, malheureusement, moi, je ne suis pas du tout... Moi, je suis suisse, j'ai toujours été très privilégié, j'ai très peur du conflit, je pars en courant sitôt que quelqu'un... C'est ça. Vous voilà, êtes donc moi, partisan c'est du consensus. Oui. Voilà, exactement. Et je me rends compte de la faiblesse et du problème qu'il y a aussi dans cette attitude-là. Et il me semble surtout que face au nouveau régime climatique dont vous parliez au début, et face aux bifurcations qu'on devra faire simplement pour s'adapter ou pour faire face à ces conditions de saccage de nos milieux de vie, il va y avoir des décisions, alors a priori douloureuses. J'espère qu'on aura le temps de voir que c'est pas forcément douloureux et c'est pas forcément la fin du monde, mais il y aura des décisions douloureuses de fermeture d'usines, d'arrêter de produire certaines choses. Il y a un livre excellent, il faut absolument que vous invitiez Alexandre Monin et ses camarades pour un livre qui s'appelle Héritage et fermeture, qui vient de paraître et qui nous dit quoi ? Qui parle de démantèlement. Un des grands défis du présent, c'est comment démanteler le capitalisme. Et le capitalisme, on est complètement branché sur lui, il passe à travers nous et il faut essayer de démanteler. Voilà, opération canal par canal, tuyau par tuyau, ce qui fait que nous sommes traversés par le capitalisme. Et ce démantèlement, ça ne va pas se faire de façon agréable, facile. Ça va, à mon avis, entraîner des conflits. Ça entraîne déjà des conflits, mais ça va en entraîner encore, je crois, de plus en plus au fur et à mesure qu'on va s'apercevoir que l'horizon climatique nous arrive dans la figure. Et la question, c'est comment gérer ces conflits. Et donc là, j'essayais de prendre quelques exemples contemporains pour voir que, pour suggérer que c'est peut-être de nouveaux modes de conflictualité qui sont intéressants et que ce n'est pas forcément la guerre, l'opposition de front, les confrontations avec nous, on est de ce côté de la tranchée et les autres sont de l'autre côté de la tranchée, qui est le seul ou le meilleur modèle pour gérer ceci, justement parce qu'il y a plein de choses qui nous passent à travers la conscience, à travers le corps, et que c'est souvent en nous, en tant que consommateurs ou en tant que producteurs, que les conflits se jouent aussi. On est dans une bataille des idées en ce moment. Vous signez, vous accréditez cette thèse de la bataille des idées qui fait rage aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes capable de répondre, puisque vous dites oui quand je vous pose cette question, est-ce que quelqu'un l'a déjà gagné pour vous, cette bataille des idées ? D'un côté, on nous dit que la droite est hégémonique, de l'autre, on nous dit que c'est la gauche qui l'a gagné, et tout ça semble se jouer sur un terrain que vous connaissez bien, qui est le terrain médiatique, la scène médiatique. Alors d'abord, cette bataille des idées, ça a toujours été comme ça. Enfin, c'est pas qu'avant c'était la paix, tout le monde était d'accord, et que maintenant il y aurait une bataille des idées. Donc oui, mais je dirais, s'il y a quelque chose comme une démocratie, ça devrait être une bataille des idées, c'est très bien. Le problème, je dirais, c'est justement qu'on n'a pas vraiment de bataille des idées. On a quelque chose que moi, je crois reconnaître de façon assez vivace dans la société contemporaine française, parce que j'ai vécu une douzaine d'années aux États-Unis dans les années 90, où les culture wars, justement, vous parliez tout à l'heure de guerre culturelle, étaient pour moi, petit Suisse qui arrivait là-bas, vraiment évidentes, se battre sur le crime que constitue le fait de brûler un drapeau américain. C'était très à la mode quand j'étais là-bas. Ou même de se dire que la question de l'avortement va complètement reconfigurer la politique américaine, c'était des choses que j'avais de la peine à comprendre. Et il y avait une évidence qui était l'habileté des républicains. Moi, je trouve quand même très, très significatif le fait que la droite française s'appelle les Républicains, que ça ressemble quand même méchamment aux républicains américains dont on voit ce qu'ils sont devenus.
avec Reagan, avec Bush et avec Trump maintenant. Et là, il me semble que je reconnais cette dérive-là, dans laquelle, justement, les guerres culturelles, il y a un parti, je dirais, ou un positionnement qui sait très bien les faire et qui sait très bien profiter du système médiatique, de l'infrastructure médiatique sur laquelle on se trouve. Et donc là, c'était Fox News aux États-Unis, qui a vraiment eu une influence, je crois, énorme, mais aussi les radios, Rush Limbaugh, etc. Il y a eu tout un dispositif médiatique que la droite républicaine extrémiste a su s'approprier en montant en épingle toute une série de guerres culturelles qui sont toujours un peu intéressantes, parce que c'est toujours des débats, c'est jamais du vent complet, mais qu'on arrive vraiment à utiliser pour ne pas parler d'autres problèmes, à mon avis, beaucoup plus importants, comme les questions écologiques, comme les questions d'égalité, etc. Et là, on voit vraiment ceci se déployer en France, et je dirais que ce n'est pas tellement l'habileté des politiciens ou la faute des journalistes ou je sais quoi, c'est vraiment des questions de structure médiarchique, comme j'essayais de le décrire dans un livre précédent. Après avoir boycotté en 2014 les rendez-vous de l'histoire de Blois pour cause de Marcel Gauchet, qualifié de réactionnaire, il était alors invité à prononcer la leçon inaugurale de ces rencontres sur le thème des rebelles. Le philosophe Geoffroy de la Gannerie a publié « Sortir de notre impuissance politique » où il repose la question du débat, des paradigmes réconciliables ou irréconciliables, de la force de conviction aussi de la parole. On l'écoute. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi, je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'infos à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que, en fait, nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement, la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte, et j'assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures, en vérité, dans l'espace public. C'est plus que la censure, parce que je ne suis pas favorable à l'appareil d'État, mais plutôt favorable à une forme de mépris que la gauche doit avoir pour les opinions de droite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer toujours de réagir. Moi, je suis très faible à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous avez sur une chaîne d'infos en continu des débats d'extrême droite ou semi-racistes avec des gens qui tiennent des propos racistes, etc. Tout le monde sait que c'est fait pour ça et tout le monde va se mettre à réagir à ça, à dire c'est un scandale, etc. Et qu'on se met à être contaminé dans nos espaces de gauche par ces espèces de prises de parole complètement délirantes, plutôt que les laisser tranquilles dans leur coin, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à leur insignifiance. Et je pense que ce serait beaucoup plus important pour la gauche aujourd'hui de recueillir une forme d'autonomie de sa pensée, de ses pratiques et de se débarrasser d'une forme de soumission à l'agenda que veut fixer la droite et l'extrême droite. Voilà, Geoffroy de la Gannerie au micro de France Inter. En septembre dernier, vous posez une question parallèle, Yves Citon, dans votre livre. Comment nous battre contre ce qui nous détruit en cessant de nous battre entre nous? Est-ce qu'il faut commencer par discuter avec tout le monde? Alors, je crois que la question, c'est pas tellement de discuter avec tout le monde ou pas avec tout le monde. Là, moi, je trouve au contraire que c'est intéressant de discuter avec des gens qui pensent pas comme nous, parce que ça nous amène à voir des choses différemment de la façon dont on les voit. Et moi, je pars du principe qui est assez douteux politiquement, mais que tout le monde a des raisons, en tout cas. Je ne sais pas si elles sont toujours bonnes, mais tout le monde a des raisons de dire ce qu'il dit. Et donc, d'essayer de comprendre les raisons de ceux qui disent quelque chose directement opposé à nous, on ne peut qu'y gagner. Donc là, pour moi, ce n'est pas de refuser de parler avec des gens. En revanche, je suis 100% d'accord avec ce que dit Geoffroy de la Gannerie ici. Il faut refuser certains objets de débat ou certains thèmes de débat. Et il faut se rappeler que ce qu'il y a d'important dans la circulation d'images, d'affections, d'informations dans nos sociétés, c'est moins ce qu'on dit. Quand on parle de post-vérité, de fake news, etc., c'est toujours ce qu'on dit. Est-ce que ce qu'on dit est vrai ou pas vrai? Et forcément, c'est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. C'est d'abord de quoi on parle et comment on en parle. Quelles sont les catégories à travers les présupposés, etc., à travers lesquelles on va parler, on va cadrer, on va aborder les sujets. Donc d'abord, de quoi on parle et comment on en parle, c'est beaucoup plus important que ce qu'on dit de quelque chose. Et là, de nouveau, c'est tout à fait Gilles Deleuze que vous avez cité, que vous avez amené tout à l'heure, qui refusait les objections, qui refusait d'entrer dans un certain type de débat, soit parce que les gens imaginent que vous n'avez pas pensé à quelque chose auquel vous avez pensé, pour vous, c'est pas ça le principal, et donc une forme d'invention comme ça, de se dire, il faut aller vers des terrains à découvrir, il faut imposer certains objets qui nous semblent pertinents. Et pour moi, un des grands drames de la circulation d'informations, disons, dans nos sociétés, c'est la survalorisation de la vérité.
c'est très important de dire des choses qui soient vraies, il faut dénoncer les gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies, mais avant ceci, il y a la notion de pertinence qui est encore plus importante. C'est-à-dire, exemple, quelle différence entre cette notion de vérité La et notion celle de pertinence, elle nous dit, alors pertinence ou importance, c'est un petit peu la même chose, quels sont les enjeux de dire ceci? L'exemple que je prends souvent, c'est je ne sais pas s'il y a 500 millions de cheveux sur ma tête. Et je m'en fiche. Parce qu'il peut y avoir 500 millions, 400 millions, je ne sais pas. A priori, ça n'a aucune importance pour tout ce que je vais faire. Il y a plein de choses. Le fait que Madame X ou Monsieur X se fasse tuer quelque part demain matin, voilà, ça arrive. Le fait que ça soit une dame, et que ce soit une épouse, ou une femme, et qu'il y ait des statistiques qui nous disent que les femmes se font tuer par leurs compagnons. Là, ça devient intéressant, et là, parce que, de nouveau, on peut faire quelque chose, on espère qu'on peut faire quelque chose pour réduire la violence des hommes sur les femmes. Mais un fait divers en soi-même, les effets de ce fait divers, de fait, ce dont on parle habituellement, c'est que quelqu'un qui souvent dit Allahu Akbar attaque quelqu'un d'autre avec un couteau, et ça, en soi, ça ne génère que des agendas réactionnaires. C'est exactement, je crois qu'il parlait de réactionnaires, il me semble, Geoffroy de la Gannerie. C'est des réactions qui ne nous incapacitent pas à traiter les causes des problèmes. Et un des enjeux, peut-être une autre définition de la gauche, c'est de réfléchir à la politique en termes de causalité sociale et pas seulement en termes d'effets. Et ça, je crois qu'on peut vraiment distinguer les discours politiques aujourd'hui dans la profondeur ou la superficialité de l'effort pour essayer d'arriver aux causes productrices et pas seulement aux effets secondaires. Voilà, dépasser la réaction pour aller, et donc les faux débats pour aller vers les vraies questions. Vous inscrivez cette pensée, votre pensée, celle du faire avec, et on y vient dans la durée, dans le temps long. Il n'y aura pas de sortie de crise imminente, rappelez-vous, d'où la nécessité pour nous d'apprendre à accepter nos impatiences. C'est une pensée à contre-temps que vous proposez, en fait, Yves Citon, parce qu'on nous parle en permanence d'urgence d'agir, d'urgence de vivre aussi après cette pandémie. Comment on peut concilier ces deux temporalités ? Alors, en fait, le titre vient de mon ami Dominique Quesada qui dirige la collection. C'est lui, au Lien qui libère, c'est lui qui m'a proposé Faire avec. Et j'étais très content de cette idée parce que je joue sur l'ambivalence ou l'ambiguïté ou l'équivoque. À la fois faire avec, on se dit, tiens, c'est un petit peu fataliste. Oui, ça laisse surtout entendre une forme de passivité, voilà, cette idée de subir. Voilà, faire avec, vous n'avez pas trop s'accommoder. le choix. Voilà, vous n'avez pas trop le choix, il faut s'accommoder, il faut s'adapter, il faut faire avec, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans qui est face aux limites de nos ressources, face à des besoins de redistribuer les ressources de façon moins inégale, il faudra faire avec moins. Il faudra faire avec de la sobriété, etc. Donc il y a certaines choses auxquelles il faudra renoncer et qu'il faudra accepter. Mais, comme vous l'avez très bien vu, et merci beaucoup de le dire, le livre, il est sur faire avec les impatientes. Et les minorités dont on parlait tout à l'heure, ces militants woke ou cancel culture ou décolonial qui agacent beaucoup de gens, ou vegan, etc. On se dit, oui, alors c'est des extrémistes, oui, alors, voilà, justement, c'est des excités, c'est des impatients. Pour moi, ça représente justement le mineur, ça représente des voix mineures, et le grand défi de la politique, de gauche, si vous voulez, c'est justement de faire avec, de se mettre du côté de ces impatiences-là. Pas du tout de tout accepter en disant soit c'est foutu, soit ça va se guérir tout seul. Non, de faire avec les énergies de ces mouvements-là, qui sont quand même souvent des mouvements de jeunes. Et là, il me semble qu'il y a vraiment une question de génération où les gens comme moi, à 60 ans, professeurs d'université, on retient une jeunesse, et les politiciens aussi, on retient une jeunesse qui peut-être que si elle ne va pas voter, si elle n'a pas été votée les 2 semaines dernières, c'est parce qu'elle est déjà au-delà de ça. Alors le problème, c'est que même si elle est au-delà de ça, elle n'a pas les moyens de transformer le monde. Et je crois qu'à mon avis, ça serait mieux que plus de jeunes aient voté les prochaines fois. N'empêche que, je crois qu'ils comprennent que ce politics as usual est directement lié à du business as usual, et qu'il y a un rejet beaucoup plus radical de ceci, qui fait que faire avec ces impatiences, qui peuvent être extra-politiques, qui peuvent être, voire désobéissance civile, voire extra-légale, je crois que c'est vraiment ceci où se déroule le terrain politique aujourd'hui, au moins autant, ce n'est pas du tout une alternative, mais au moins autant que de mettre un bulletin dans une urne.
Une jeunesse qui peut s'interroger aussi sur la forme que peut prendre cet engagement, répondre à la radicalité par la radicalité. La question a été posée par une assemblée de jeunes engagés face à l'urgence climatique qui envisageaient de faire d'autres choix, moins modérés, peut-être le choix de la désobéissance civile et de l'action. On les écoute. Depuis 5 ans, je ne peux pas nommer de victoire qui soit à la hauteur du défi qu'on a en face de nous. Et je me prends tous les jours le mur des faits scientifiques qui s'accumulent. Le problème auquel on fait face, il est radical. On est radicalement dans la merde. C'est radicalement grave, c'est radicalement morbide, ça, le problème est radical. Qu'est-ce qu'on fait de radical pour empêcher ça, pour freiner ça, pour sauver ce qui reste à sauver, pour... J'en sais rien, mais il faut que ce soit à la hauteur. En fait, la question de la radicalité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas forcément besoin d'être toujours de plus en plus nombreux pour détruire un système, en fait. On a oublié qu'il fallait détruire, en fait. On n'est que dans le « il faut convaincre ». Oui, mais il faut convaincre, mais en même temps, il faut faire des actions directes. Donc, qui vont faire du sabotage. On sait massifier. Non, on sait se convaincre entre nous. On n'a pas massifié le truc. Il y a juste une certaine catégorie de la population qui a décidé de sortir enfin du canapé derrière les écrans. Effectivement, quelques marches pour le climat, même de 100 000 ou quelques centaines de milliers de personnes, ça suffit pas pour changer du coup, le si système. ça s'oppose pas, alors on va tous renverser l'État ensemble là ? Allez-y, j'ai très envie de voir comment vous allez réagir par rapport à des balles de FAMAS. Non mais... Chaud ! Extrait du documentaire Désobéissante, diffusé sur Arte, réalisé par Alizé Chapini et Adèle Flo. Ces paroles de jeunes qui évoquent ce sentiment d'avoir atteint un palier. Convaincre ne suffit plus. On sait se convaincre entre nous, mais on ne sait pas aller au-delà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, demande cette jeune militante, Yves Citon. Vous lui répondez quoi ? On fait avec ? Mais on fait avec quoi ? Moi, je dirais déjà, nous, on fait avec eux. Nous, moi, vous êtes très jeune, mais moi, les gens de ma génération, on fait avec eux parce que moi, quand j'écoute ce type de débat, je me dis c'est exactement les questions qu'il faut se poser maintenant. Et peut-être que ce qu'on peut faire avec, justement, c'est de lire le livre dont je vous parlais tout à l'heure d'Alexandre Monin, qui parlait pas seulement de détruire le système, mais de démanteler. Comment on démantèle ? Et ça, peut-être, ça implique certaines destructions à certains moments, mais de penser le démantèlement. Et là, il y a vraiment quelque chose où il me semble que des travaux universitaires, des travaux intellectuels qui paraissent dans des revues que peu de gens lisent, c'est qu'ils sont déjà en rapport avec des agendas politiques qui, justement, sont largement extra-parlementaires que des jeunes comme ceux que vous avez qu'on a entendus ici, j'imagine que c'est Extinction Rébellion, etc., sont déjà en train de faire. Et là, pour moi, un des défis, et ils s'en rendent compte très bien eux-mêmes, de nouveau, c'est le défi de massifier. Mais on démantèle dans le cadre légal ou on démantèle y compris par le sabotage ? Les deux. Enfin, moi, je n'appelle pas forcément au sabotage, c'est pas mon rôle, mais toutes les questions de ce type que vous avez raison de poser, parce qu'on a envie de savoir... Qu'ils se posent, d'ailleurs. Qu'ils se posent, absolument. Voilà. Elles impliquent où. À savoir, est-ce que la solution, c'est on vote, le Parlement change les lois et tout va bien, ou est-ce que la solution, c'est on boycotte, on occupe, on fait, etc. Et je crois que ça doit forcément être et que un des défis, quand il parle du fait qu'on est radicalement dans la merde et que les défis qui sont en face de nous, c'est... Étant donné qu'on va être de plus en plus radicalement dans la merde, si on ne fait pas de changements, justement, qu'ils appellent radicaux, ces défis vont être de plus en plus difficiles à gérer de façon parlementaire, de façon raisonnable, de façon moins conflictuelle et plus négociée. Vous dites aussi, Yves Citon, qu'il faut réenvisager l'ennemi, qu'il faut repenser les lieux et les liens, nos interdépendances. Ce mot-là est au cœur de ce faire avec que vous avez organisé, explicité dans cet essai. Alors, quelles sont ces interdépendances qu'il faut valoriser aujourd'hui ?
Alors je crois que les interdépendances, on les voit de plus en plus à l'échelle, alors à la fois entre les classes sociales. On s'est aperçu pendant cette histoire de confinement qu'il y a des gens qui vidaient les poubelles, qu'il y a des gens qui faisaient des petits boulots mal payés dont on était complètement dépendant. Donc là, il y a eu un petit moment, tout d'un coup, on s'est aperçu de ça. Et puis, voilà. Et puis je crois que c'est déjà largement passé. Plus personne ne met merci sur ces poubelles. C'est logique que quelqu'un vienne, qui vient d'habitude d'Afrique, qui soit noir et qui emporte mes poubelles. Donc déjà de savoir ceci et d'en tirer les conséquences surtout, c'est essentiel. Et après de faire des coalitions. La deuxième partie du livre, c'est justement sur des coalitions avec les mineurs dont je parlais tout à l'heure, là au sens de minorité, entre les minorités. Essayer de voir quelles sont les choses absolument radicales dans ces solutions nécessaires auxquelles on ne va pas échapper et avec lesquels il faut justement qu'on fasse avec. Et aussi, là c'est le dernier moment du livre, on n'aura pas forcément le temps d'en parler, mais c'est la notion de contagion, de se dire que au-delà de l'échange d'arguments, comme on peut le faire ici, ou un petit peu le modèle Habermas, la sphère publique, et puis il y a des journaux de droite, puis il y a des journaux de gauche, puis ils échangent les éditoriaux, etc. Ça c'est un modèle qui n'est pas du tout dépassé ou dépassable, mais qu'il est de plus en plus surdéterminé par des contagions, des viralités, non pas seulement génétiques, biologiques, etc., mais des viralités médiatiques avec les réseaux sociaux, mais pas seulement, et que de penser la politique à partir de ces viralités, et j'essaye de jouer sur le fait que les virus, ce sont des hôtes, ce sont des petits êtres qui viennent dans nos corps, qui rentrent dans nos corps, qui nous font des problèmes lorsque c'est Corona, mais dont on a absolument besoin lorsque c'est nos entrailles, où on a besoin dans l'estomac d'avoir plein de faunes qui sont aussi des virus. Donc ces hôtes, ils peuvent être dangereux, on peut vivre avec, justement, et que penser la viralité sous la forme de l'hospitalité, plutôt que seulement penser la politique sous la forme de l'hostilité, il y a un paradigme qui est de plus en plus important, qui me semble, on entend lorsque les jeunes parlent, lorsque certains jeunes parlent, comme vous l'avez diffusé tout à l'heure, et que c'est cette réflexion sur la viralité, sur l'hospitalité, qui n'est pas du tout une alternative à l'hostilité, parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des conflits, mais qu'on peut peut-être valoriser un petit peu mieux. C'est ça que j'essayais de dire dans ce livre. Voilà, l'homme se situe au cœur de ce vaste écosystème. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, disent les habitants des ZAD. Et vous, avec Yves Citon, il est impossible de mobiliser les énergies sans faire rêver d'un monde meilleur. Et il n'est certes pas facile de faire rêver en annonçant des guerres sans victoire et des diplomaties sans paix. Le défi de notre moment historique n'en consiste pas moins à développer des formes politiques capables d'aviver les conflits de façon non polémique, nous battre en cessant de nous battre, en évitant à la fois les illusions de la polémologie et les naïvetés de l'irénisme. Merci beaucoup à vous, Yves Citon, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution de Faire avec, au lien qui libère. Merci beaucoup à vous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. Merci à Cathy Renaud, Valentine Alloin pour leur préparation. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau avec Nasser Moussaoui.